Je vais donc terminer la session de cet après-midi en vous parlant de sujets peut-être un petit peu plus légers pour essayer de s'ouvrir sur d'autres thématiques et toutes celles sur lesquelles nous aurions bien aimé passer beaucoup plus de temps à vous en parler, mais le temps nous est compté et l'après-midi avance. Alors, on aurait aimé vous parler de beaucoup de choses. On aurait aimé vous parler d'énormément de choses parce que le maelstrom de la sécurité et de la cybercriminalité, c'est bien connu, il y a énormément de thèmes. On aurait aimé vous parler de doxing, on l'a déjà fait. On aurait aimé aussi parler des SCADA, qui va certainement être également un sujet de 2014. J'ai vu passer des questions sur Twitter, on pourra certainement y répondre tout à l'heure. On aurait pu parler des backdoors, des failles matérielles qui ont aussi défrayé l'actualité. Bon, il a fallu faire des choix. On a donc choisi 4 sujets pour clôturer cet après-midi. Alors, ces 4 sujets, le premier pour commencer, c'est celui des accidents. Le sujet accidentel, c'est un sujet qui est présent dans le panorama depuis des années. Cette année, des accidents, il y en a eu. Vous avez dû voir passer plein de fibres coupées, plein de systèmes informatiques qui ont connu des défaillances. On a décidé de prendre le sujet un peu plus légèrement et de vous évoquer 3 cas qui, quelque part, nous ont fait sourire cette année. Le premier, c'est un cas qui a eu lieu en 2011, mais qui a été révélé en 2013. C'est finalement l'apparition d'un nuage dans le cloud de Facebook, dans le data center même de Facebook. Facebook a connu donc en 2011 un problème dans son data center dans l'Oregon où l'humidité, le système de climatisation a petit à petit été défaillant. L'humidité est montée à plus de 95% et il s'est réellement mis à pleuvoir dans le data center. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est des tests qui ont été faits sur la condensation. Donc c'est la condensation de l'eau qui apparaissait sur les équipements, sur les serveurs dans le data center dans les mêmes conditions. Donc vous imaginez les effets que ça a eu sur les serveurs. Et depuis, anecdote sympathique, eh bien, tous les serveurs de Facebook sont dotés d'un joint d'isolation contre l'eau autour des alimentations. Donc une mesure très concrète qui a été prise pour éviter ce genre d'incident. Deuxième cas, c'est les Formule 1. Alors les Formule 1, c'est assez peu connu, mais en fait, c'est rempli d'informatique. Ça a entre 150 et 300 capteurs à l'intérieur de chaque voiture, et ça génère jusqu'à 20 gigaoctets de données par course. Vous voyez ce que ça représente. Eh bien, ces Formule 1, elles ont été clouées au sol à Barcelone, et en particulier une, celle de Mark Webber, qui était bien placée, pourtant sur la ligne de départ, il était deuxième, et au moment du démarrage, au moment du départ, eh bien, d'un seul coup, il y a eu un problème dans son unité de calcul de la voiture qui l'a empêché de bien démarrer. Ils ont été obligés de redémarrer la voiture, alors pas le moteur, le système informatique, au moment du départ, et donc tous les automatismes d'aide au démarrage ont été défaillants. Et la petite histoire, c'est que le système, alors vous savez, Mark Webber, c'est Red Bull, le système de télémétrie de l'ensemble des voitures de Formule 1 est fourni par McLaren, sous forme de contrat. Bon, alors il n'y a pas eu d'accusation comme quoi McLaren avait fait exprès, McLaren s'est excusé, et en fait c'est suite aux nombreuses mises à jour qu'ils ont donc réalisées sur ces systèmes de télémétrie pour s'adapter aux évolutions des voitures, qu'il y a une mise à jour qui a été défaillante, qui avait déjà connu des problèmes pendant la séance d'essai et qui a vraiment impacté la course de Mark Webber donc, au Grand Prix de Barcelone cette année. Donc là, on est dans du très concret. Très concret également, c'est la Station spatiale internationale. Vous savez, elle passe autour de nos têtes très régulièrement. Et il s'est trouvé que cette année, à nouveau, il y a eu un petit problème de mise à jour du système de communication qui a été défaillant. Et donc, la liaison avec la station a été perdue de manière nominale pendant plus de 6 heures. Il ne pouvait plus parler que quand il passait au-dessus de la Russie, parce qu'il y avait un vieux système qui permettait de faire une liaison directe entre le sol et la station. Les systèmes annexes satellites, eux, étaient tombés. Donc là, voilà, ils étaient isolés au sein de l'espace, ils ne pouvaient parler qu'avec les Russes. Bon, c'est toujours ça de prix. Voilà, alors qu'est-ce qu'on en retient bien évidemment, c'est que même si on teste, reteste, eh bien, il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait des incidents, toujours s'attendre à ce qu'il y ait des accidents, il faut se préparer à ça, je pense qu'on le dit chaque année, mais c'est toujours bien de le redire. Alors, pour continuer dans les sujets légers, mais peut-être un petit peu moins, que pensez-vous qui est le point commun entre des ampoules, une caméra, une voiture et une paire de lunettes ? Bon, si vous avez lu le titre du slide, vous avez trouvé, ils sont tous connectés. Certes, oui, mais surtout, cette année, eh bien, ils ont tous été attaqués et ils recèlent tous des vulnérabilités. Et tous ces nouveaux objets connectés, eh bien, ont pu être détournés de leur usage initial. Par exemple, les lampes, c'est les fameuses lampes Philips Hue, qui a été un des cadeaux de Noël les plus appréciés aussi à la fin 2013, qu'on peut commander à distance, allumer, éteindre, faire varier la couleur. Eh bien, il y a une faille qui a été trouvée qui permet, il y a un malware qui a été développé qui s'installe sur le PC des personnes qui disposent de ces ampoules et qui les éteignent en continu.
Donc vous avez beau aller à l'interrupteur, les allumer, ça s'éteint. Vous les allumez, ça s'éteint. Là, on en rigole, mais c'est vrai que ça peut avoir des conséquences un petit peu plus difficiles. Le deuxième, c'est des caméras, des petites caméras que vous trouvez pas trop chères, qui sont interrogeables à distance, très utiles pour surveiller les maisons ou les enfants. Ces caméras, elles contiennent des mini-serveurs web qui bien souvent peuvent être mal configurés, exposés sur Internet. Il y a des failles PHP qui sont dans ces caméras. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement qu'un intrus peut regarder ce qui se passe dans votre salon. Alors après, ça peut avoir un intérêt ou pas pour lui, mais en tout cas, en termes de vie privée, c'est quelque chose qui n'est quand même pas exceptionnel. Le troisième point, c'est la voiture. C'est deux chercheurs, c'est Charlie Miller et Chris Walasek, qui ont démontré cette année, ils ont réussi à prendre le contrôle de la Ford Escape et d'une Toyota Prius, avec ce que vous voyez peut-être mal sur la photo, mais que les plus anciens reconnaîtront, c'est un contrôleur de console de jeux vidéo de la NES des années 80. Mais ils ont réussi à brancher ce contrôleur sur le système de pilotage de la voiture. Le système, vous savez, qui, entre autres, vous aide à vous garer. Et donc, qui fait tourner le volant, puis qui fait reculer la voiture, puis qui retourne le volant et qui la ravance. Et donc, finalement, on se rend compte que toutes les fonctions de pilotage de la voiture sont reliées à l'ordinateur de bord. Et donc, ils ont facilement, ils ont quand même passé du temps, mais ils ont réussi à usurper ces commandes et à prendre le contrôle de la voiture informatiquement. Alors aujourd'hui, il faut encore être connecté physiquement à la voiture. Demain, avec toutes les voitures connectées dont on a beaucoup entendu parler récemment, le risque peut s'amplifier. Dernier cas, c'est les fameuses Google Glass. Alors on les attend pour cette année. Est-ce que 2014 sera l'année des Google Glass? Peut-être. En tout cas, 2013 aura été l'année du hack des Google Glass. Le célèbre Sorik, qui est intervenu beaucoup sur la scène du jailbreak iPhone, pour ceux qui ont suivi ça, a réussi à casser, entre guillemets, les lunettes de Google et à en prendre le contrôle. Alors on peut imaginer plein d'usages sympathiques, mais entre autres, ça pourrait permettre aux cybercriminels de filmer pendant que vous tapez votre code secret devant le distributeur de billets, et donc d'avoir directement une caméra qui peut voir tout ce que vous voyez sans que vous ne sachiez eux-mêmes que ces pirates sont sur vos lunettes. Donc, tout ça est assez léger. Finalement, il y a quand même eu un cas en 2013 qui commence à faire réagir les constructeurs. C'est le cas, ici, ce que vous voyez, la photo, c'est une Toyota Camry, dont le système de gestion de l'électronique embarquée a connu des défaillances, et le système d'accélération en particulier, qui a causé des accidents aux États-Unis. Il y a eu un jugement. Durant le jugement, il y a eu une expertise où le code source qui gérait l'ordinateur de bord a été analysé. Et là, il y a d'énormes problèmes qui ont été remontés. Il a été prouvé que ça a été développé à la va-vite, qu'il y avait beaucoup de bugs, que le matériel choisi n'avait pas toutes les fonctions qu'on retrouve habituellement de sécurité dans les systèmes embarqués. Et, pour une fois, je dirais, le constructeur a été condamné. Alors pour les plus anciens, se souviendront aussi de l'analogie qu'on faisait entre Microsoft et General Motors. Avec les écrans bleus, on disait si ça arrive pareil dans les voitures, General Motors se ferait taper dessus. Là, c'est le cas. Toyota, effectivement, a été condamné. Et ce qu'on espère, c'est que quelque part, ça va responsabiliser aussi l'ensemble de la filière sur ces objets connectés. Cas suivant, c'est les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, ça a été l'année de l'usurpation des réseaux sociaux. Je pense que le tweet le plus célèbre, l'usurpation la plus célèbre, c'est celle qu'on voit en haut à gauche. C'est l'Associated Press, un organisme de renom, qui annonce une explosion à la Maison-Blanche et que Barack Obama est blessé. Effet immédiat sur la bourse, c'est le graphe que vous avez ici. Panic selling, vente extrêmement rapide. En 7 minutes, 200 milliards de dollars d'impact sur l'ensemble des marchés. Donc là, c'était vraiment assez incroyable. Alors ce que vous voyez, c'est juste après, c'est remonté, parce que très rapidement, il y a eu un démenti. Mais on a quand même eu un impact dans la vie réelle énorme par rapport à juste un tweet, qui est somme toute très virtuel. Donc, bien entendu, l'AP n'est pas la seule cible. On a aussi le compte du département photo de l'AFP qui a été piraté. C'est des cas qui ont été revendiqués par la Syrian Electronic Army, qui est très active dans ce domaine-là. On a des cas un peu plus légers. Ce qui est arrivé, par exemple, au compte de Burger King, à gauche. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas la charte graphique de Burger King. Oui, c'était complètement l'objectif. Le compte a été réhabillé en compte McDonald's. Et donc finalement, c'était une vraie attaque à l'image de Burger King. On a eu la même chose sur Jeep, qui a annoncé qu'ils avaient été rachetés par Cadillac, alors que les marques ne sont pas forcément amies. Et donc ça a également été vu plutôt sous un angle de blague. Il semblerait que ce soit un DJ anglais qui s'est amusé à faire ça. Alors, petite parenthèse, on dit souvent que ces attaques-là, elles peuvent avoir un impact sur l'image de marque, ça touche l'entreprise, etc. Il faut voir que Burger King, en 30 minutes, a eu 5000 followers de plus sur son compte. Première vue, des gens qui sont restés. Donc après, est-ce que c'est un impact négatif, positif? Bon, on peut en parler.
C'était une anecdote, bien évidemment. Plus proche de nous, le compte d'Auchan a également été piraté cette année. Ce qu'on peut en retenir, c'est que finalement, ces réseaux sociaux, c'est des nouveaux canaux de communication qui sont même vus souvent comme officiels, mais qui finalement sont très vulnérables. Les pratiques qu'on observe, c'est quand même beaucoup de mots de passe qui s'échangent dans les équipes communication. Il y a des solutions qui existent, je ne suis pas là pour les détailler, mais il y a des choses qui permettent de sécuriser tout ça, et c'est vraiment un sujet qui est adressé parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est de plus en plus attaqué. Alors voilà pour les réseaux sociaux. Et donc pour terminer, la mobilité c'est un sujet récurrent du panorama, et ça a toujours été un sujet d'actualité en 2013. On a décidé de mettre en avant 3 cas. Le premier, c'est le cas du malware Obad.A qui vise les terminaux Android. Il a été découvert en septembre 2013, enfin plutôt il a d'abord été découvert en juin 2013. Et il a fallu plus de 2 mois pour l'analyser. Parce que c'est un des malwares les plus complexes qui a été rencontré sur des plateformes mobiles. C'est un malware qui avait aussi poussé et avancé que ce qu'on rencontre sur les plateformes Windows. Il se cache, il détecte qu'il est en train d'être analysé, il contient des éléments qui empêchent cette décompilation par les analystes, et une fois qu'il est installé sur le terminal, il est quasiment impossible à enlever sans jailbreaker lui-même ou router pour les Android le terminal. Donc c'est vraiment quelque chose de très solide dans son installation, mais aussi dans son exploitation. Il peut aussi agir sur tout un tas d'éléments, bien entendu, classiques, les SMS, les appels, etc. Mais il agit aussi en tant que proxy. C'est-à-dire qu'un message peut être relayé de téléphone en téléphone petit à petit pour faire perdre la trace de l'origine du message. Donc c'est vraiment, on voit une augmentation de l'expertise des cybercriminels qui visent ces plateformes-là. Deuxième cas, c'est des attaques ciblées, cette fois-ci applicatives. On connaissait tous le bon vieux spear phishing, qui consiste à faire un email dédié à une population en particulier. Et bien là, cette année, on a eu le premier application phishing. Alors, je ne sais pas s'il faudra qu'on l'appelle comme ça. C'est une application dont vous avez l'icône à droite. En fait, ça a touché la communauté tibétaine qui organisait une conférence. Et il y a eu un mail d'envoyé avec en pièce jointe une application qui disait « Ah voilà une application pour la conférence, vous y trouverez tous les détails, le lieu, l'heure, l'adresse, les conférences, etc. » En fait, cette application était fausse, infectait le terminal, et derrière fournissait toutes les informations sur qui a appelé quoi, quand, qui a appelé qui, quand, et également la géolocalisation des participants. Donc, on voit, alors derrière, l'adresse IP des serveurs de command and control était basée en Chine. Ça ne veut rien dire, mais vu le contexte géopolitique, on peut quand même avoir une sérieuse idée de qui était derrière l'attaque. Et ça montre qu'on peut aller assez loin quand on cherche à exploiter tous ces terminaux mobiles. Et puis la dernière attaque, cette fois-ci pas de jaloux, elle touche la plateforme Apple et en particulier l'iOS et les versions inférieures à la 7, c'est l'attaque du faux chargeur. Alors 2 chercheurs ont démontré qu'ils étaient capables, dans un espace très réduit, vous le voyez ici, c'est une pièce de monnaie à droite de la photo, de créer un faux chargeur qui est en fait un mini PC qui assure bien entendu la recharge de l'iPhone, mais qui en même temps se fait passer pour un ordinateur et est capable d'échanger donc les informations présentes sur l'iPhone, également de pousser une application, voire de pousser une fausse application. Le cas d'école qui a été démontré là, les chercheurs ont refait une application Facebook, ils ont piégé cette application Facebook. Une fois qu'on branchait son iPhone, de manière quasiment transparente, en tout cas sans interaction de l'utilisateur, l'application Facebook normale était enlevée, remplacée par celle-là. Donc on voit que quand on ne peut pas attaquer logiciellement, parce qu'il y a finalement assez peu de failles qui sortent sur les iPhones, alors le jailbreak est sorti récemment, mais il y en a quand même finalement peu, eh bien on peut aussi imaginer les attaques physiques. Donc on voit bien que ce thème du mobile reste un sujet de prédilection, et comme tous ceux qu'on a évoqués aujourd'hui, je pense que c'est des sujets clés de 2013, mais qui seront bien évidemment à suivre de près en 2014, parce qu'on sait bien que les cybercriminels ne sont pas prêts de s'arrêter, il y a des vrais gains derrière leurs actions, il y a un vrai intérêt pour eux à attaquer tout un chacun, et donc cette activité n'est pas prête de se terminer. Voilà pour cette dernière présentation. Juste un mot, dès demain, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces présentations sur le site web du CLUSIF, dans l'espace membres, et vous pourrez y avoir accès, avec également l'ensemble des liens ouverts qui détaillent de manière plus approfondie les différentes analyses qu'on vous a montrées aujourd'hui. Merci pour votre attention.